Alors, donc effectivement, on m'a demandé de parler de réalité augmentée. J'ai essayé de le faire. Vous verrez que sur la fin, j'y arrive un peu, mais de manière discutable. Moi, j'estime que j'y arrive. Mais en tout cas, il y a le début de l'exposé, et c'est d'évaluer le périmètre de ce dont on parle quand on parle de réalité augmentée. Si on prend de manière très basique ce que Wikipédia raconte, la réalité augmentée, c'est les systèmes informatiques qui sont capables de superposer la perception visuelle du monde réel avec un monde virtuel 2D ou 3D. Donc vous avez là un certain nombre d'images relativement classiques de choses qui peuvent amuser entre guillemets les petites PME d'ici ou d'ailleurs, autour des smartphones, des tablettes ou de l'utilisation d'une caméra pour montrer qu'un objet 3D est dans sa main, etc. Et donc à partir de là, vous avez un certain nombre de choses qui sont de la communauté vision, donc du traitement automatique de l'image pour essayer de repérer des points caractéristiques, combiner ces points caractéristiques avec des éléments complètement arbitraires, que ce soit du 2D, de 3D, de l'information, de manière générale. Ce qu'on trouve aussi avec le mot-clé, c'est des choses qui sont, on va dire, un petit peu plus prospectives, qui sont pas forcément si prospectives que ça, dans le sens où ces lunettes-là, par exemple, ont été produites, étaient achetables, et des gens pouvaient commencer à programmer dessus, à les utiliser. Vous avez peut-être eu comme moi l'information que Google a arrêté de les produire, va arrêter de les commercialiser. Ces lunettes-là n'ont pas rencontré d'usage suffisamment mature pour que, d'un point de vue commercial, elles soient considérées comme intéressantes à l'échelle de Google. Ce qui n'empêche pas certaines PME, notamment une en France, de développer des produits qui sont concurrents, qui pourront à un moment rencontrer certaines niches d'usage, mais qui sont moins visibles que ce que Google imaginait au départ. L'apparition de la communication sur ces lunettes-là n'a pas empêché, le fait que les usages ne soient pas du tout maturés, ça n'a pas empêché la société au sens large de s'emparer de cette existence de lunettes en se disant « Waouh, on pourra mettre de l'information partout ». Donc, entre la réalité des usages et le fantasme, je vais dire, de projection sur ce qu'on peut potentiellement faire, vous aviez un décalage qui générait l'intérêt, un décalage qui à un moment n'est pas allé suffisamment vite et qui après la phase d'intérêt a généré un petit peu de déception et d'où des intérêts. Très probablement, il y a d'autres exemples technologiques de ce type-là. On peut estimer qu'une fois que la phase de montagne d'intérêt et puis de redescente est passée, eh bien, ce type de technologie retourne de manière asymptotique vers les usages qui sont le sien. À côté de ça, on peut trouver des images de concept que certains constructeurs automobiles proposent, par exemple le fait sur une ville de pouvoir juxtaposer de l'information qui permet à quelqu'un, quand il regarde vers l'extérieur, d'avoir en plus des informations qui sont liées à la géographie du site. Ça, c'est de l'image de concept, c'est-à-dire c'est pas des choses technologiquement existantes, c'est pas des produits qui sont achetables et manipulables par l'utilisateur, mais c'est des choses où il y a suffisamment de faisabilité technologique pour qu'on puisse, via un process complètement synthétique, mettre en place une image qui permette aux gens de se projeter dans l'intérêt potentiel des choses, avant que ça existe, avant que ce soit fait. À côté de ça, vous avez aussi des choses qui sont liées à l'utilisation de la tablette au-delà des bords de la tablette. On peut imaginer combiner sa tablette avec un système de projection qui fait que l'information sort de l'écran. Fondamentalement, un écran, ça n'est qu'un objet de forme statique qui est capable de changer de couleur. Cette couleur-là, quand on la met en coordination avec une information qui est affichée, bah, ça nous donne des systèmes sur lesquels on travaille. C'est un objet qui est capable de changer de couleur. Cet objet-là, si vous plongez dans une image qui est projetée, on peut imaginer, techniquement, mettre en place, et il y a en recherche des choses qui commencent à apparaître là-dessus, autant ce dispositif-là, à ma connaissance, est encore très très prospectif, autant ce système-là commence à y avoir des prototypes qui peuvent faire ça, permettre de sortir de l'information d'une tablette. Technologiquement, ça nécessite de mettre en connexion plusieurs dispositifs, mais d'un point de vue de la perception de l'utilisateur, on prend de l'information d'un dispositif et on la fait sortir de ce dispositif, donc on reste dans son monde physique et l'information, on la met où on veut autour de soi. Donc vous voyez, il y a ce décalage-là, sur cet exemple-là, entre la vue technologique de ce qu'on va pouvoir faire, la question de la faisabilité bien entendu, et la question de la perception utilisateur de ce qu'on va pouvoir rajouter. Fondamentalement, quand on envisage ce type de lunettes et qu'on se dit que c'est cool, on se dit que c'est cool parce qu'on imagine pouvoir voir plein d'informations au-delà de la réalité. Pouvoir coupler ce qu'on perçoit via l'œil avec tout ce que l'informatique peut nous envoyer. Sachant qu'on oublie allègrement, en faisant ça,
la réalité du dispositif, le fait que c'est embarqué, donc peu de mémoire, nécessité de communiquer, ça prend de l'énergie. L'énergie, il faut bien la mettre quelque part. La batterie, plus on stocke d'énergie, plus elle va peser, parce qu'elle a besoin d'avoir une capacité de stockage importante, ou alors elle va durer 10 minutes, comme c'est à peu près le cas dans les dispositifs existants. Et donc il y a tout un tas de choses qui sont de la réalité technologique qu'on va allègrement oublier, mais par contre ce qui va nous intéresser, c'est par rapport à ma perception du monde, je peux rajouter de l'information. Je vais pouvoir avoir plus d'infos que ce que j'ai dans le monde réel. Et puis on peut aller jusqu'à des choses qui sont complètement de la science-fiction, où on rejoint purement et simplement le jeu vidéo. Le jeu vidéo étant le jeu vidéo et la science-fiction étant de bons médias de projection technologique. Là, il y a un truc important, c'est on est à Lille 1, donc on est en sciences dures. La science, pour identifier des résultats, a tendance à les mettre en place via une méthodologie qui les rend indépendants des personnes qui les pensent et qui les argumentent. Un résultat, s'il est prouvé, il est prouvé indépendamment du poids intellectuel de la personne qui l'argumente. Une démonstration doit être objective. Parce que la science est construite comme ça, tout ce dont on a tendance à utiliser et à penser en relation avec la technologie se pense très principalement, y compris le monde, via de la géométrie, via du numérique. Soit c'est la physique qui va nous dire ce qu'est le monde, soit c'est de la géométrie, mais il reste qu'on a tendance à plaquer du numérique partout, du quantifiable. Or, quand on s'intéresse à la perception humaine d'un objet, quel qu'il soit, cette perception, elle n'a de sens que via ce que l'on projette de pouvoir en faire. Une pierre existe sans l'être humain. Une pierre, ça peut être un problème si on est en train de vouloir glisser sur une pente. La pierre va être un obstacle à éviter. Ça peut être un outil si notre but c'est de manger des noisettes. Ça peut être une arme si on en veut à notre voisin et qu'on n'a pas de couteau sous la main. En fonction de ce qu'on projette de faire avec cet objet-là, la manière dont on va s'en servir et la manière dont on va le percevoir, donc la manière dont on va le comprendre, comprendre ça veut dire aussi modéliser, la manière dont on va le comprendre va être très différente. Exactement comme ce chaton se voit comme un lion, l'essentiel de notre relation au monde, elle va se faire et se comprendre, et la technologie, pour vraiment répondre à un usage, doit intégrer ça, elle va se faire via notre but en tant qu'être humain. Donc on va récupérer des informations de la réalité, du monde réel. Si la technologie est un système interactif, on va transmettre des informations à la machine, on va agir, on va faire ce qu'on a à faire dans la réalité du monde. Et pour le reste, notre réflexion, nos émotions, notre expérience d'utilisation du système, notre but, c'est des choses qui vont nous appartenir. Et donc du coup, quoi que vous fassiez, que vous soyez devant une machine ou pas, vous avez de la transmission d'informations et une gestion qui est éminemment paralysée, qui ne vous prend aucune charge cognitive, que vous faites très facilement, la plupart du temps, en dehors des moments où vous êtes confronté à des problèmes qui sont difficiles pour vous. En fonction de l'âge que vous avez, la notion de problème difficile n'est pas la même. Quand on a 2 ans, un truc très dur, c'est de manger avec une fourchette, sans en mettre partout. Quand on a 22 ans, on fait autre chose sans aucune difficulté. Quand vous êtes en train d'interagir avec une machine, l'essentiel des informations que vous allez récupérer, c'est via le visuel. L'œil est, historiquement, ce qui nous permet de récupérer le plus d'infos. C'est ce sens-là qu'on a développé en priorité, tout simplement parce que quand, au loin, on voit arriver une panthère, on a plus de probabilité d'avoir le temps de s'échapper ou de se mettre à l'abri que si on le touche ou si on l'entend, par exemple. Donc l'œil, c'est le sens qui a permis à l'espèce de se sauvegarder de la manière la plus sûre. Donc c'est ce sens qu'on a développé, c'est via ce sens-là que l'informatique transmet le maximum d'informations. L'essentiel de l'information que vous récupérez d'un ordinateur quand vous êtes en situation d'interaction, c'est via l'œil. C'est via l'œil que vous récupérez le maximum d'informations de la réalité. Et donc quand on parle de réalité augmentée, on va principalement s'intéresser à ce couplage visuel de l'information qui est donnée par le monde réel avec de l'information numérique. Pour autant, se balader avec un écouteur, avoir un peu de géolocalisation par exemple dans l'amphi, et avoir des informations en fonction de la localisation dans laquelle on est, c'est bel et bien de la réalité augmentée. La manière dont on va se servir de la technologie apporte un plus qui n'existe pas sans la réalité. On n'associerait pas, dans l'obédience classique, au terme réalité augmentée, ce qui va se passer via un retour sonore.
vous allez dans n'importe quel musée, vous allez avec les écouteurs, vous aurez quelque chose qui est à peu près adapté à la sculpture ou à l'installation, enfin la sculpture ou la peinture devant laquelle vous êtes. Simplement, vous le sélectionnez à la main, c'est pas fait automatiquement, mais vous êtes bel et bien, à partir du moment où vous avez une information qui est adaptée à ce que vous êtes en train de faire, d'augmentation de la réalité, en termes d'information. Vous récupérez des infos. Et donc, pour revenir au slide, on récupère des infos, on en donne, que ce soit en données de personne à personne. Si par exemple on est en train de travailler ensemble sur un problème, on peut céder de l'informatique pour faire quelque chose, on peut céder de l'informatique comme je le fais là pour illustrer un propos, je ne suis pas en train d'interagir, mais l'image qui est affichée, elle me sert bel et bien à appuyer ce que je suis en train de dire. Et cette informatique-là, on l'intègre dans notre tâche. Donc du coup, quand on parle de réalité augmentée, on parle d'un truc qui est très générique, qui est beaucoup trop générique, pour qu'on puisse aller véritablement à fond et rencontrer à un moment cet usage, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa réalité, dans son but, va avoir véritablement du sens à s'en servir. Si on parle véritablement du problème générique, ça n'empêche pas, par exemple à Polytech, là où j'enseigne, en 3e année, il y avait cette année un stage sur de l'utilisation de la réalité augmentée pour de la planification, de l'organisation des palettes dans un dépôt. Les gens qui récupèrent des palettes avec un camion avaient un intérêt à avoir une petite lunette et à avoir sur cette lunette-là l'information de où aller mettre la palette, plutôt que descendre du camion, aller voir le dispositif ou aller regarder en visitant les allées. Là oui, ça peut avoir du sens. Mais on est sur des logiques de niche et on n'est pas sur le problème général d'augmentation de la réalité. Quelques éléments où on peut parler aussi d'augmentation pour un argumentaire dont je vais vous donner maintenant le détail. La toute première démarche qui a abouti au système interactif comme on les connaît, c'est Doug Engelbart à Stanford dans les années 60. Le titre du labo, le titre de l'équipe de recherche, c'est l'Augmentation Lab. Le but d'Engelbart, à une époque où l'informatique était principalement utilisée pour faire du calcul, ça a été de dire, je vais essayer de faire de ce truc un outil pour l'être humain pour qu'il puisse résoudre plus vite un problème intellectuel, pouvoir traiter de l'information, etc. C'est cette démarche-là, c'est ce problème-là qui a abouti à la chaîne que vous voyez là, savoir la souris. Une boîte qu'on peut bouger sur une table qui permet de calculer un X et un Y contrôlable électriquement, et ce X et Y, il est donné sur l'écran et permet à la personne de savoir comment se passe la relation entre la boîte qu'on manipule via la main étant le média d'action au monde qu'on maîtrise le mieux parce que on est avec, et dans les premiers mois de vie on apprend assez vite à s'en servir. Le but de cette démarche-là, c'était comment pouvoir réfléchir plus efficacement, avec ce grain-là, ce niveau-là de détail. L'apparition de l'ordinateur personnel dans le monde de l'activité humaine a très fortement changé, on peut dire amélioré si on est très positif, on va se contenter de dire changer, la manière dont on travaille, mais aussi dont on communique, la manière dont on vit, de manière globale. Donc, cette démarche-là, elle a abouti à la proposition de la souris, qui a plein de qualités, qu'on n'identifie pas, qu'on n'associe pas du tout à la réalité augmentée. Pouvoir interagir avec une souris, avec un ordinateur, c'est pouvoir travailler mieux, travailler différemment, c'est quelque chose qui vient se rajouter à ce qu'on peut considérer comme étant le monde réel. Une fois que cette souris est inventée, tout ce que vous avez sur vos machines à l'heure actuelle, les fenêtres, les widgets, l'existence du curseur souris, le fait que ce soit une petite flèche, l'existence de la corbeille, quand elle n'est pas vide, on voit qu'elle est pleine, parce qu'elle change un petit peu de géométrie, on voit des trucs dedans, etc. Tout ça vient de l'examen d'une situation réelle, de dire si on veut mettre en place un système qui aide les gens à travailler, eh ben on va tout simplement regarder des gens travailler. Que fait une personne quand elle est en train de travailler? Elle se met à un bureau, elle sort des documents, elle les organise en piles, elle peut avoir des classeurs, elle va de temps en temps avoir une règle, un stylo, elle va écrire des choses, il y a une photocopieuse qui lui permet de dupliquer les documents, etc. On observe la situation réelle et on se dit, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce que l'informatique peut apporter? Qu'est-ce qu'on va donner visuellement comme feedback qui ait du sens? Et comment on peut permettre aux gens d'améliorer leur relation à la tâche? On est bel et bien là aussi en train d'augmenter la réalité. On veut changer le travail, on veut apporter les qualités que l'informatique peut apporter,
on va essayer idéalement de n'apporter que des qualités, pas de défauts. Ça, c'est l'intention dans les années 70. Ça aboutit au copier-coller, ça aboutit à la notion de fichier, ça aboutit au répertoire, ça aboutit à tout un tas de choses qui viennent de cette réflexion de dire on va regarder une situation de travail réelle et on va réfléchir à ce que l'informatique peut apporter. Cette démarche-là, si on la fait dans le travail, ça aboutit à ça. Vous savez aussi bien que moi qu'à l'heure actuelle, l'informatique est utilisée dans plein de domaines. Avec un ordinateur de ce type, on peut certes travailler, mais on peut faire plein d'autres choses. On peut regarder de la vidéo, on peut envoyer des mails, on peut chatter, on peut faire plein de trucs. Écouter de la musique, à la limite, et l'utiliser comme un dispositif sonore. Quel que soit l'outil auquel vous êtes confronté en tant qu'être humain, quand vous avez un outil qui vous apparaît comme étant intéressant, vous allez explorer les possibles. On le fait tous. Un gamin qui comprend comment il se sert de sa fourchette, il aura tendance à se rendre compte qu'il peut aussi taper sur la table. Donc généralement, il y a le parent qui lui explique que non, il ne faut pas le faire. Donc, après, il y a un peu de recalage. Et on a un outil, on commence à savoir s'en servir, on explore les différents possibles. Ça a des déviances. Vous êtes tous en sciences dures, dans des cursus qui sont différents. Vous entendez parler de choses qui sont plus ou moins dures intellectuellement. Quand on a très bien compris un truc dur, on est tellement fier qu'on a tendance à l'utiliser partout. C'est ridicule de se balader toute sa journée avec la fourchette à la main. Repensez à ça le jour où vous aurez tendance à appliquer du Fourier sur des systèmes non périodiques, par exemple, pour reprendre un exemple qui parlera à certains. Donc, les systèmes informatiques qu'on utilise ont été pensés, ont évolué dans le contexte du travail, dans le contexte de la production. À l'heure actuelle, on les utilise pour l'éducation, on les utilise pour le jeu, on les utilise pour vendre, on les utilise pour interagir avec d'autres personnes. On les utilise aussi quand on a une heure à tuer. À l'heure actuelle, avec la téléphonie mobile, plus personne s'ennuie. On passe du temps sur le téléphone mobile à chaque fois qu'on a du temps à perdre. Les gens qui s'intéressent à la psychologie de l'enfant répètent assez souvent qu'un enfant qui sait s'ennuyer, un enfant qui a du temps pour s'ennuyer, ça devient un adulte créatif. Ça veut dire indirectement qu'un enfant qui est tout le temps sollicité, il grandira probablement avec une créativité relativement partielle. Donc c'est important pour le cerveau d'avoir du temps où il n'y a pas de sollicitation externe. Quand on a ce type d'interaction tout le temps, le cerveau est confronté tout le temps à des données qui captent l'attention. D'où du coup la question de savoir comment le cerveau va se reconstruire. Autour de ces questions-là, sur chacun des thèmes, il y a une dimension éthique, il y a une dimension de questionnement, il y a une dimension d'adaptation des outils. Et la question par rapport à la technologie, puisqu'on est dans un monde technologique ici, de savoir comment adapter l'outil à la réalité de la tâche. Quels sont les effets qui sont effectivement ceux qu'on attendait, quels sont les effets du haut qu'on n'aurait pas forcément souhaité, qu'on aurait aimé éviter si on avait pu les prévoir. Les réseaux sociaux, par exemple, sont quelque chose de très positif, je pense, mais c'est quelque chose que la technologie n'a absolument pas prévu. Donc, est-ce qu'on peut accompagner tous ces usages émergents? Et à côté de ça, l'autre problème, c'est que quand on est en informatique, on a une vue très particulière de l'outil. On sait, tous, qu'on peut faire ce qu'on veut avec l'informatique. À partir du moment où vous avez un système programmable, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous captez quelque chose, de la donnée, de l'information élémentaire, vous l'utilisez comme vous voulez. Je serai devant une Kinect, potentiellement, je peux faire ce que je veux du mouvement des mains. Ce que je veux n'est pas forcément facile à avoir, on le verra plus tard, mais potentiellement, je peux programmer ce que je veux. Une fois qu'on a compris comment la philosophie de la programmation fonctionne et qu'on a les beaux outils, on sait qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc on raisonne un petit peu différemment. Monsieur tout-le-monde qui n'est pas informaticien voit l'informatique via ça. Ce que vous lui montrez à l'écran, les widgets, leur taille, leur langue, les couleurs, etc., tout est plus ou moins figé. Il sait qu'il a un peu de liberté, qu'il peut paramétrer éventuellement quelques trucs, mais fondamentalement, comme il ne peut pas aller très loin techniquement, ce que vous allez lui présenter, il va le percevoir comme un outil. Je prends pas. En quoi je peux m'en servir? Peut-être que les gens accepteront d'apprendre dans certaines logiques spécifiques, comme par exemple la musique. Une fois que les gens ont compris l'intérêt de monter en expertise, ils montent, aussi loin qu'ils le peuvent. Monsieur tout le monde par rapport à ça, si ça ne lui parle pas, généralement, il ne va pas aller bien loin. Quelqu'un qui a une expertise métier formée. Je montrais tout à l'heure
l'exemple d'un chirurgien. Un chirurgien, son but, c'est d'opérer le patient. Et son but, en allant un petit peu plus loin, c'est de l'opérer dans les conditions les plus efficaces possibles. Pas de devenir informaticien. Donc il a besoin d'un outil qui, d'une approche relativement rapide, lui permette d'avoir un gain dans sa réalité métier. Donc de pouvoir faire quelque chose rapidement qu'il ne sait pas faire autrement, ou alors d'avoir accès à quelque chose qu'il sait déjà faire, mais de le faire beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Donc un gain effectif. Toute autre situation, c'est quelque chose qu'il ne prendra pas. Et donc l'enjeu, si on s'intéresse à la réalité augmentée comme d'autres contextes qui sont des contextes interactifs, surtout quand on est en technologie et qu'on maîtrise les briques algorithmiques, les briques élémentaires logicielles qui permettent de réaliser ces dispositifs-là, c'est d'arriver à humainement prendre en compte la réalité de la personne qui va utiliser le dispositif. Quand on code, on ne code pas pour soi. Et ça, c'est une idée qui est dure et qui est importante. Si vous mettez en place une lib, vous la faites pour quelqu'un d'autre que vous. D'où l'importance des commentaires, d'où l'importance d'avoir des choses qui se lisent bien. Vous ne codez pas pour vous quand vous faites une lib. Quand vous mettez en place un système interactif, vous ne faites pas un système interactif pour vous. Donc, pour qui? Qui est la personne? Quel est son âge? Faire un système interactif pour une personne de 70 ans qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, c'est pas la même chose que de mettre en place un système interactif pour un gamer de 22 ans et demi. C'est pas la même chose. Et pour un gamin de 4 ans, c'est encore autre chose. Et on peut trouver de la réalité augmentée pour tous ces trucs-là. Hein. Un enfant de 2-3 ans sait débloquer une tablette tactile et sait lancer une application. Il n'ira pas bien loin derrière. Mais il sait déjà faire des choses. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là, ils tirent parti de modalités d'interaction qui sont très naturelles. Prendre un objet et pouvoir le bouger, mettre en corrélation un mouvement avec l'action sur le monde, c'est quelque chose qu'on apprend dès les premiers mois de vie. Là aussi, si vous avez l'occasion de discuter avec des gens de psychologie, ils vous diront assez facilement que ce geste de préhension, il y a un moment, on va chercher à l'étendre. C'est-à-dire une fois qu'on a repéré qu'au bout de son bras, il y a quelque chose qui est très contrôlable et qu'on peut attraper les objets, on peut être confronté au problème que, tiens, je suis en train de tendre le bras, l'objet qui m'intéresse, il est à 20 cm devant, bon, je peux bouger mon buste, des fois je vais tomber, mais si j'arrive à m'avancer en étendant encore un peu, je peux l'attraper. Donc du coup, à partir de cette action-là, on peut étendre son action au monde, puis à un moment, on est confronté à un truc un peu plus loin, donc soit on va apprendre à se déplacer, soit papa ou maman va voir qu'on tend la main, et là, je vais voir l'objet revenir à moi. C'est classique en tant qu'adulte, quand on voit un enfant qui a du mal à attraper un objet qui est un peu trop loin, de le prendre et de lui ramener. L'enfant, quand il voit le monde de son point de vue, c'est je tends le bras vers cet objet, l'objet revient à moi. C'est cool. Je montre et ça revient. Donc, pour certains enfants, il y a cette difficulté à passer à un langage parlé. Pour tout le monde, il y a ce geste d'action se transforme en geste de communication, en geste de pointage. Ce que j'ai appris pour l'interaction au monde, je le transfère de communication d'humain à humain. C'est comme ça que ce geste de pointage existe chez l'adulte en tant que geste de communication. Parce qu'on a transféré l'apprentissage. Et cette notion de transfert d'apprentissage, quelle que soit la réalité d'un système, ce qu'on sait, on l'utilise au maximum de notre capacité pour apprendre à se servir de nouveaux systèmes. Donc tout ce qui ressemble à un système programmable, en tant qu'informaticien, on va le considérer comme un système programmable. De fait. Y compris quand on a appris plein de choses sur le traitement automatique de l'information et qu'à un moment on nous demande de faire un système interactif. Pas de problème, je sais, c'est pareil. Ouais, mais il y a des petites différences qui sont importantes pour l'utilisateur final. Un traitement automatique, on laisse faire la machine. Un dispositif interactif, on va demander beaucoup de relations avec la personne. Et ça change pas mal de choses. Dans la catégorie des problèmes qui peuvent arriver, un truc que tout le monde fait avec ces dispositifs physiques, c'est rentrer et sortir de la situation d'interaction de manière consciente. Quand vous avez des lunettes, comme moi, vous les utilisez parce que vous avez un problème de vue. Mon but là n'est pas d'avoir de l'information qui soit en juxtaposition. Supposez que j'ai des lunettes de réalité augmentée, j'ai par exemple l'heure qui s'affiche. Là, ça pourrait être intéressant pour me permettre de respecter le timing de l'exposé. Je peux aussi considérer que l'endroit où c'est affiché, j'ai plus besoin de voir la réalité qui est derrière que de voir l'information numérique. Donc je vais avoir besoin d'activer ou désactiver les lunettes. Peut-être par un petit bouton. Mais si je prends le bouton, je vais bouger un petit peu mes lunettes, c'est pas forcément ultra pratique. D'où l'idée, en fonction de la réalité,
de dire, ben voilà, les gens vont pouvoir activer ou désactiver le système comme ils le souhaitent, avec différentes modalités. Je parlais de Decathlon tout à l'heure. Une activation vocale fait correctement le boulot dans la réalité métier Decat. Parce que la phrase qui était utilisée fait pas partie du vocabulaire standard des gens qui vont l'utiliser. Après, vous avez des problèmes qui sont liés à la reconnaissance de la langue. Quand quelqu'un a un accent fort, le système de reconnaissance il ne reconnaît rien. Donc du coup, c'est des problèmes de stabilité. Quand vous avez deux personnes qui ont ces mêmes lunettes, et que vous avez par malheur une qui parle un petit peu fort, l'autre a ses lunettes qui sont activées. Donc vous pouvez comme ça avoir des problèmes un petit peu parasites qui arrivent. La question se pose de manière générale de savoir comment rentrer et sortir de la situation d'interaction d'une manière claire, consciente, non ambiguë. Quand on est dans un environnement capté, réalité augmentée, on pourrait imaginer dans une salle de ce type-là, avoir un système de captation qui fait que mes mains me permettent par exemple de changer les slides de manière automatique. On peut imaginer un truc comme ça, technologiquement parlant. Mes mains bougent tout le temps. Il pourrait y avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que l'informatique pourrait détecter que je souhaite changer de slide, alors qu'en fait non. Et donc du coup, s'il y a un faux positif qui est déclaré, moi je dois revenir ensuite en arrière, d'où j'arrête de parler, d'où ça m'énerve. Si ça m'énerve, mon interaction ensuite, elle va être un petit peu plus erratique, etc. Le contexte émotionnel influe sur la manière dont on interagit. Une proposition, une chose que j'ai oubliée, c'est que dans ce monde physique-là, clavier, souris, si vous voulez interagir, vous les prenez, vous les attrapez. C'est la question ou pas du contact physique avec ces périphériques qui permet pour vous de dire si vous interagissez ou pas. C'est au-delà de la conscience, on le fait sans se poser de questions. Par contre, quand on est devant un système où les mains sont captées, interagir ou ne pas interagir, c'est important d'avoir la fonctionnalité et de l'avoir d'une manière aussi simple que de pouvoir attraper ou pas un objet. Après, le fait de se dire qu'on n'a pas d'instrumentation, il y a certaines qualités potentiellement si on est deux. Si on a un clavier et une souris, il y a une personne qui interagit à la fois. Si deux personnes sont dans un environnement où les mains sont captées, on peut faire des trucs à deux. On peut collaborer. Avec les questions de savoir ce qu'on va faire, comment on va s'auto-organiser, etc. Mais donc cette question de l'entrée et de la sortie en situation d'interaction, elle peut avoir du sens pour la réalité augmentée quand vous êtes avec les lunettes. Si vous n'avez pas besoin d'interaction, vous avez vos informations, mais en dehors d'afficher l'heure ou d'afficher l'endroit où vous êtes, si vous avez un dispositif d'interaction qui vous a permis de configurer votre dispositif comme ça, vous n'allez pas faire grand-chose en termes de plasticité d'application. La communauté recherche explore par exemple ce qu'on appelle les interfaces imaginaires. On peut avoir sur soi ce qu'il faut pour pouvoir récupérer la position des mains. Pas forcément les postures. S'il y a des caméras, il y a un petit peu d'occlusion. Donc typiquement, si la caméra est là, ce qu'on va faire là, vous le voyez très bien, mais la caméra ne va pas le voir parce que c'est la paume de ma main qu'elle va voir. Donc on peut avoir un petit peu de position, mais pas forcément des choses très fines sur les doigts. D'une manière générale, on peut se poser la question de dire, et si on faisait l'interaction devant soi dans un espace purement imaginaire, on n'a aucun retour d'un point de vue visuel, on n'a pas d'écran, mais si ce que je veux faire, c'est simplement contrôler le son de mes écouteurs, je n'ai pas forcément besoin de retour visuel. Donc du coup, comment techniquement je peux faire? Est-ce que c'est acceptable d'un point de vue usager? Comment les gens vont répondre, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les interfaces imaginaires. Dans cette logique-là, de mimer l'ouverture d'une fenêtre, c'est une solution qui a une bonne acceptabilité pour rentrer en situation d'interaction. C'est-à-dire que quand on mime avec les mains l'existence d'une fenêtre devant soi, une fois qu'on a décidé d'arrêter l'interaction, on peut la prendre et la jeter. Et puis pendant quelques minutes, le fait d'avoir mimé la fenêtre, on peut savoir qu'elle est là, on le sait, on s'en souvient. Si c'est le lendemain, on ne saura plus exactement, si on est parti, bon, etc. Mais quand on le mime, on peut le mimer plus ou moins grand, on peut en mimer plusieurs, et on peut imaginer faire des gestes qui vont mettre en relation cet espace imaginaire devant soi avec un écran. C'est-à-dire que dans une situation où vous avez plusieurs écrans, vous pouvez commencer à créer des dispositifs d'interaction et à les associer avec tel ou tel écran. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un système interactif qui, via l'interaction elle-même, va pouvoir se modifier. Et là, on va vers quelque chose qui, d'un point de vue informatique, est intéressant. Un des éléments constitutifs de l'informatique, c'est la notion de réflexivité. On a l'habitude de dire, je pense que vous avez tous appris le C, un des critères de qualité du C,
c'est qu'on peut écrire un compilateur C en C. Donc à partir du moment où c'est le problème de la poule et de l'œuf, là la boucle elle est amorcée, c'est-à-dire en C on peut écrire n'importe quoi, y compris des outils qui permettent d'améliorer la grammaire ou de la modifier ou de compiler plus vite. On a un système réflexif, on peut créer un compilateur C en C. Si on n'a pas l'habitude de penser et d'envisager les dispositifs interactifs comme étant susceptibles de se modifier via l'interaction elle-même. Si on arrive à mettre ça en place, il y a plein de questions derrière, mais si on arrive à le mettre en place, à ce moment-là, on peut aller vers des systèmes interactifs véritablement plastiques. Autre exemple, autre déclinaison autour de la notion d'augmentation. Vous vous mettez devant un écran, vous avez de la stéréoscopie, donc vous voyez sortir, entre guillemets, l'objet de votre table, et vous pouvez comme ça avoir de la géométrie et l'attraper et la modifier. Vous allez avoir les mains qui sont devant vous, avec une relative colocalisation, c'est-à-dire la main physique et le pointeur virtuel sont à peu près au même endroit, et vous pouvez modifier l'objet devant vous. Un dispositif de ce type-là, donc vous voyez, là c'est cette partie-là qui est importante, il y a une Kinect, la position de la tête qui est utilisée, de telle sorte que quand on est plutôt à droite de l'objet, on voit la droite, quand on est plutôt à gauche, on voit la gauche. Cette fonctionnalité-là participe au fait que cérébralement, vous voyez véritablement l'objet sortir de la table. Là, on n'est pas en train de mettre du numérique dans la perception qu'on a du monde, on est en train de faire sortir le numérique et de le ramener vers son monde physique. On ne regarde pas quelque chose qui est derrière l'écran, entre guillemets, si on envisage l'écran comme une sorte de frontière entre le monde physique et le monde numérique. On a le monde numérique qui vient de l'autre côté de l'écran, de son côté de l'écran. On est aussi dans une logique de réalité augmentée. Les objets qui sont là n'existent pas. Si on les touche, on n'a pas de retour tactile, bien entendu, c'est purement numérique. Si on les imprime, on va retrouver ce passage du monde numérique vers le monde physique, mais là, on a quelque chose qui revient dans le monde physique. Donc, ça reste dans la terminologie de la réalité augmentée, quand bien même, c'est pas se balader partout avec des lunettes. Autre élément un petit peu difficile d'un point de vue technologique, sur lequel il y a pas mal de choses à faire, un enjeu autour de la modélisation du geste d'interaction. À l'heure actuelle, sont très populaires les dispositifs tactiles. Assez curieusement, il y a un truc que vous avez peut-être remarqué, c'est dans les restos chinois, par exemple, ça existe depuis très très longtemps, et tout le monde s'en fichait, les systèmes tactiles. C'était intéressant pour les restaurateurs, parce que ça permet d'avoir des caisses qui sont programmables sans avoir de clavier ni de souris, donc c'est minimal. Tout le monde les avait vus depuis bien longtemps, et ça ne générait pas d'intérêt particulier, on va dire. Où les choses se sont vraiment renouvelées d'un point de vue intérêt, c'est parce qu'a été proposé au moment où une technologie relativement mature, matérielle, était proposée, cette technologie matérielle arrivait avec une manière intéressante de s'en servir. On passait du bouton au swipe. On passait de la position au mouvement. Et fondamentalement, il y a énormément de cas où l'expressivité passe aussi par le mouvement. Se pose vraiment la question sur les systèmes interactifs de savoir ce qu'on peut en faire. Parce que la souris, vous avez possibilité de caler arbitrairement votre X et votre Y, et une fois que la position vous va, vous faites plang, vous appuyez sur le bouton, et ça vous génère un événement. Cet événement permet de construire logiciellement une complexité arbitraire. Prenez 2 secondes la mesure de ce dessin-là, de calligraphie chinoise. Si vous regardez la calligraphie pour les nuls, vous verrez que la manière dont on tient son pinceau, la manière dont on va l'hydrater, influe beaucoup sur ce qu'on va avoir au final. C'est-à-dire que là, dans la trace que vous avez une richesse qui est contenue, qui est bien plus forte que simplement une question de géométrie ou de position. Et de manière générale, sur un système tactile, vous pouvez appuyer plus ou moins, vous savez aussi bien que moi, vous l'avez peut-être vu sur des personnes qui sont généralement de la génération de vos parents. Quand on a un système tactile, qu'on appuie, qu'il ne se passe rien, on a tendance à appuyer plus fort. Pourquoi? C'est l'interrupteur. L'interrupteur qui ne marche pas, généralement on appuie plus fort, et ça marche. Encore une fois, ce qu'on a appris d'une situation réelle, on a tendance à le plaquer malgré soi. Je veux dire, on le fait sans y penser. Si un bouton ne marche pas, on va appuyer plus fort. Sur un système tactile capacitif, ça ne sert à rien. C'est le simple fait d'approcher le doigt qui génère une perturbation électrique. Ce n'est pas la pression. Sur d'autres dispositifs tactiles, par contre, c'est le cas.
L'angle du doigt est également important. C'est quelque chose qu'on peut intégrer en termes d'interaction, et on en fait 3 fois rien. Quand on regarde un petit peu ce que la communauté recherche, parmi ceux qui s'intéressent justement à la sémantique du geste, essaie de faire, on va retrouver assez souvent ce genre de catégorisation. Donc on a des dessins, et on essaie, quand l'utilisateur va faire un dessin sur un écran, de repérer dans quelle catégorie ça va tomber. Ça permet de jouer avec des énergies élastiques, pour ceux qui ont déjà entendu parler du terme, etc. C'est très rigolo d'un point de vue scientifique, mais c'est pas ultra intéressant. Imaginez que je dessine une droite entre un point A et un point B. Entre ce même point de départ et ce même point d'arrivée, imaginez-moi faire le dessin plusieurs fois. Une fois d'un point de vue linéaire, lentement, une fois plus vite, une fois je m'arrête à un point arbitraire et je repars, une fois je fais plusieurs allers-retours, une fois je le fais avec 3 doigts, une fois je le fais avec 2 mains et le même nombre de doigts, etc. J'ai, pour une seule droite, en partant du même point de départ et du même point en arrivant au même point d'arrivée, j'ai une infinité de manières de le faire. Toute cette richesse de sémantique, par rapport à ça, je ne comprends déjà pas comment algorithmiquement et comment en termes d'usage, utiliser toute cette richesse de faire plusieurs droites. Donc du coup, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, enfin, à quoi me sert une catégorisation de ce type-là? La probabilité est très faible qu'on intègre comme geste de commande le fait de faire une tête de chat, par exemple. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, la communauté recherche de s'intéresser à ces motifs-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait récemment là-dessus? On a mis en place un toolkit qui est capable, quand on a sur un système tactile du mouvement de plusieurs doigts qui est fait, de pouvoir reconnaître à la fois le mouvement et la manière dont ce mouvement a été fait. Avec la question derrière de savoir comment on va mettre en place un dispositif interactif. Donc là, vous avez un exemple de cet outil-là. L'intérêt de raisonner en mouvement plutôt qu'en position, c'est que sans avoir à faire quoi que ce soit de particulier, on peut envisager de mettre en place de l'interaction à plusieurs. C'est-à-dire qu'avec un petit peu d'entraînement, donc là en l'occurrence Anae et Yosra on n'avait pas du tout, parce que le truc n'a pas été monté, on peut arriver, si on ne se décourage pas, à avoir une tâche qui est réalisée en collaboration d'une manière plus intéressante que ce qu'on pourrait faire soit tout seul. Cette tâche-là, ce ne serait pas plus efficace, c'est moins efficace de le faire comme ça que de le faire à la souris si on a vraiment planifié ce truc-là et si on est expert de la modalité d'interaction. Il suffit de dire je veux tout ranger et puis on a tout rangé. Dans un contexte grand public, dans un contexte non instrumenté, où on veut mettre en place un dispositif qui encourage les gens à collaborer entre eux, ce type de dispositif peut être intéressant. Donc, une brique logicielle en soi, la question de savoir si elle est intéressante ou pas, cette question-là ne sert à rien, c'est impossible d'y répondre. C'est impossible d'y répondre sans parler spécifiquement à un cas d'usage particulier pour une certaine classe de personnes, etc. L'écran que vous avez là, c'est un écran qui est à Tourcoing, qui est de très haute densité visuelle dans la mesure où c'est un écran 4K qui est derrière, enfin c'est un projecteur 4K. Sur un écran comme ça, quand vous vous approchez, la partie supérieure c'est pour les adultes, la partie inférieure c'est pour les enfants. On ne va pas interagir en tant qu'adulte sur la moitié inférieure de l'écran. Par contre, on interagit en haut. On peut regarder en bas, mais quand on arrive, l'essentiel de l'information à laquelle on va donner de l'importance, c'est ce qu'on est à hauteur d'épaule. Par contre, un gamin qui fait 1m10, lui, ce qu'il voit, c'est la partie inférieure. Ça veut dire que sur un écran de ce type-là, l'information, en fonction de l'endroit où elle est affichée, devrait s'adapter au profil de l'utilisateur. Ce n'est pas des paradigmes qu'on a l'habitude d'envisager. Toujours dans le contexte de l'augmentation, un dispositif qui a été fait il y a 3 ans avec le Frénois. Ça ne se présente pas comme de l'informatique, mais il y en a. Donc vous avez des bols tibétains, système de robotique, une Kinect au milieu. La personne peut rentrer au milieu du dispositif et il y a une grammaire relativement simple, basique, qui permet d'agir à distance avec les bols. Donc c'est une installation qui a eu pas mal de succès. Vous pouvez voir par exemple qu'elle a été repérée sur le site de Microsoft. C'était au moment où l'install commençait à être diffusé, un bon valorisant de la technologie Kinect au sens de Microsoft. Quand on discute un peu avec les gamins qui utilisent ce truc-là, on voit de manière significative émerger la réflexion « on se sent comme un magicien ». Ça veut dire quoi quand un enfant dit « on se sent comme un magicien »
Ça veut dire, moi, enfant, quand je suis au milieu de l'installation, ce que je peux faire est supérieur à ce que je peux faire dans le monde réel normalement. Je me sens augmenté. Donc le fait de proposer une modalité d'interaction où là, on n'a pas d'informatique, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de clavier, pourtant on a bel et bien un système informatisé parce qu'il est programmable, fait que la personne, parce qu'elle perçoit l'existence d'une modalité d'interaction qui n'existe pas dans le monde réel, elle perçoit une augmentation. Voilà, donc quelques mots pour décrire un petit peu ce qu'on fait. Bon, alors, là, on n'y voit pas trop, vous avez une petite fille devant un très très grand écran. On s'intéresse à ces problèmes-là, donc des problèmes qui sont volontairement décrits d'une manière non technologique, mais qui relèvent de situations d'expérience d'usage ou d'expérience de collaboration. Donc, on s'intéresse à l'interaction sur grand écran, donc l'écran 4K que vous avez vu, et de manière générale, des écrans qui peuvent potentiellement être plus grands. Le but de l'interaction ici est un peu d'interagir pour soi de temps en temps, beaucoup d'interagir pour les autres. C'est-à-dire qu'imaginez qu'ici on est un dispositif tactile, je pourrais interagir pour vous permettre de voir les choses. Et moi, en me rapprochant, je peux voir flou, ça n'a pas de conséquences. On s'intéresse aussi à la question de la collaboration. Quel que soit le dispositif technologique que vous allez mettre en place, quand les gens doivent collaborer ensemble via l'informatique, quelle que soit la forme de cette informatique, il va y avoir un mix assez fin entre l'outil qui s'adapte à l'utilisateur et l'utilisateur qui s'adapte à l'outil. L'enjeu étant d'arriver à proposer des choses qui sont vraiment signifiantes. Cette question de système réflexif est intéressante sur le long terme. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et si vous n'avez pas de questions, c'est que j'ai été super clair. Alors. Merci.